Chapitre 29. La porte se referma derrière lui, et, songeur, je poursuivis ma descente. Peu de gens aimaient Thibaut, mais tous lui reconnaissaient un grand talent pour gérer le domaine. On disait aussi que son frère Guillaume voulait le pousser dehors et que seule sa santé et son désir forcené de solitude l'en empêchaient. Des bruits couraient sur la mésentente des deux frères, des querelles qui remontaient à une enfance durant laquelle ils n'avaient cessé de s'affronter. Je haussai les épaules. Tout cela n'était pas mon affaire. Je descendis les escaliers 4 à 4, refaisant derrière l'homme de garde le chemin en sens inverse. Une fois à l'air libre, je respirais plus à l'aise, avec toutefois le sentiment étrange de sortir d'un rêve. Le visage de Morgane flottait devant mes yeux, et je sentais encore la douceur de sa joue contre la mienne. Thomas me rejoignit et m'entraîna à l'écart. « Tu l'as vue » ? « Oui. » Je n'avais pas envie d'en dire plus. Je voulais juste me rappeler que je l'avais tenue dans mes bras et qu'elle s'était troublée. « Tu fais une drôle de tête, » observa mon ami. Je voulais seulement savoir comment elle allait et si les derniers événements ne l'avaient pas trop effrayée. À ces mots, l'image de Morgane évanouie me revint brutalement à l'esprit. Qu'avait-elle bien pu penser en cet instant ? Craignait-elle pour quelqu'un ou pour elle-même ? « Michel !» La voix mécontente de Thomas me ramenait à la réalité. « Que s'est-il passé à la fin ? Tu me caches quelque chose ?»« Non, Thomas, protestai-je. Morgane a simplement eu une drôle de réaction quand je lui ai parlé de la mort du maçon. Elle n'était pas au courant et… Que s'est-il passé ? Je lui expliquai le malaise de Morgane, omettant de dire que je l'avais serrée dans mes bras et portée jusqu'à son fauteuil. « Pourquoi ça ?» fit-il. « Quand le maître d'œuvre est mort, elle était effrayée, mais pas au point de s'évanouir. Et là, la disparition de ce maçon lui cause un malaise. Peut-être a-t-elle peur pour sa propre vie. Je ne crois pas. C'est une fille de seigneur, elle sait manier l'épée et ne craint pas la mort. S'il ne craignait pas pour elle-même, alors c'était pour un autre. Peut-être a-t-elle pensé qu'un proche a commis les meurtres. Tu penses la même chose que moi ? Guillaume, son époux, celui qui a commandé de mystérieux travaux au maître d'œuvre. Non, cela serait insensé. Pourquoi ferait-il une chose pareille ? Et tu oublies le fou. Cela fait un coupable de trop, à moins qu'il ne soit lié, aussi, dans le crime. Le maître d'armes nous rejoignit, et nous nous tûmes, heureux d'interrompre le cours de si dangereuses pensées. Chapitre 30. En sortant de chez la châtelaine, Thibaut se trouva face au fou qui l'attendait les bras croisés. « Que fais-tu là, toi » lança-t-il en le toisant avec mépris. « Je viens vous chercher pour vous conduire à mon maître, » chantonna l'autre en esquissant une révérence. « Il vous attend. »« Je sais aller à ses appartements, » rétorqua sèchement Thibaut. « Je n'ai pas besoin de toi pour cela. »« Je n'ai pas dit qu'il vous attendait à ses appartements. »« Que veux-tu dire ? Parle. Où est mon frère ?»« Il vous attend dans les souterrains, messire. » À ces mots, le sire de la Roche pâlit. « Pourquoi ça ?» « Les volontés du maître, » commença le nain en esquissant une pirouette. « Sont les volontés du maître, » termina-t-il brusquement. « Passe devant, je te suis, » ordonna Thibaut en glissant la main vers la garde de son épée. Chapitre 31. Le fou leva sa torche et les deux hommes s'immobilisèrent. Ils étaient dans un étroit boyau où débouchaient plusieurs couloirs. Des relents d'humidité leur arrivaient par bouffées et autour d'eux, les ténèbres étaient épaisses. Thibaut n'était jamais venu dans cette partie des souterrains. Mal à l'aise, il resserra l'étreinte de ses doigts sur son arme. « Ici, » fit le fou en glissant son flambeau dans un cône de fer fixé à la paroi. « Ici, le maître vous voit et vous entend. Je reviendrai vous chercher tout à l'heure quand il en aura fini avec vous. » Thibaut n'eut pas le temps de protester que déjà le nain avait disparu, le laissant dans le halo lumineux du flambeau au milieu de nulle part. Il tourna sur lui-même en fouillant l'obscurité du regard. « Où es-tu, Guillaume » lança-t-il avec nervosité. Le silence, puis soudain, un frôlement sur sa droite. Thibaut fit volte-face, mais ne vit personne. « Montre-toi enfin » pivota encore, tendu. « J'en ai assez de ce jeu dont toi seul connais les règles. » Enfin, une voix lui répondit. « Je me montrerai quand je l'aurai décidé. » Thibaut s'immobilisa alors que la voix poursuivait. « Mais ne t'inquiète pas, mon frère, je ne t'ai pas fait venir pour jouer. » Les dernières syllabes résonnèrent lugubrement et, malgré lui, Thibaut sentit la peur l'envahir. La haine et la peur. Avec son frère, il avait toujours balancé entre ces deux sentiments.
lui en voulant d'être l'aîné, d'être celui qui possédait tout, alors que lui n'avait droit à rien. Comme tant de cadets de famille, il aurait dû partir pour faire fortune au loin. Seulement, il n'était pas parti. À la mort de leur père, Guillaume lui avait demandé de rester pour l'aider à gérer le domaine, lui assurant une rente et quelques terres en fermage, en plus du gîte et du couvert. Thibaut l'avait détesté pour cette démonstration de charité qu'il avait rabaissé, trouvait-il, au rang d'un serviteur ou d'un vassal, alors que le même sang coulait dans leurs veines. Et puis il y avait eu l'arrivée de Morgane, la Lombarde, une enfant de 12 ans élevée chez eux par sa nourrice, une enfant sauvage et tendre que Guillaume avait apprivoisée, lui offrant des poupées et des jouets de bois. Une enfant qu'il épousa à 14 ans avant de partir guerroyer en Orient, le laissant lui, Thibaut, seul maître du domaine. « Te voilà bien silencieux, fit la voix de Guillaume. Tu sais pourquoi je t'ai fait chercher, n'est-ce pas ?» Ses yeux s'accoutumant à l'obscurité, Thibaut discernait maintenant dans la pénombre du tunnel sur sa droite une ombre plus noire que les ténèbres qui l'entouraient, une ombre qui devait être celle de son frère. « Non, je ne vois pas. Que me veux-tu à la fin et pourquoi nous retrouver ici plutôt que dans tes appartements ?»« Parce que dorénavant, tu ne mettras plus les pieds dans le donjon. Je veux que tu arrêtes de tourner autour de ma femme, gronda la voix de Guillaume. Je pourrais te faire pendre pour moins que cela. Un goût de fiel envahit la bouche de Thibaut qui répondit rageusement. Tu ne la mérites pas. Et toi, oui, plus que toi. Elle est jeune et belle et tu n'es qu'un. Silence! Tu oublies que je suis aussi ton seigneur. Thibaut ravala la réponse cinglante qui lui montait aux lèvres. Son frère était l'aîné, et jusqu'à sa mort son autorité resterait incontestée, y compris sur leurs vassaux. « Tu ne la verras plus, reprit la voix radoucie de Guillaume. Je te l'interdis à compter d'aujourd'hui. Tu ne peux pas me demander ça, protesta Thibaut avec désespoir. Si, je le peux, et je le fais. Si tu me désobéis, je t'oublierai dans les cachots de ce château, et les rats se disputeront ton sang et ta chair. Un long moment passa. La sentence prononcée par son aîné résonnait encore dans la tête de Thibaut, quand le fou jaillit soudain devant lui, attrapant la torche et le saluant avec ironie. « Le maître est parti, messire. J'ai ordre de vous reconduire au château. » Chapitre 32. Il faisait froid, mais les eaux de la Seine scintillaient sous le soleil. Précédés par le nain, Morgane et sa nourrice, la vieille Bianca, descendaient d'un pas lent le sentier menant aux berges du fleuve. Elles parlaient dans leur langue. Morgane riait comme une enfant et la nourrice lui chantonnait des airs de chez elle. La grosse femme portait au bras un panier d'osier empli de linge propre, une brosse dure, d'un savon et d'une huile de lavande venue de leur lointain pays. Elles arrivèrent bientôt à un endroit que Morgane aimait plus que tout, une sorte de bassin naturel au pied des falaises où elle se baignait été comme hiver. Le fou regarda autour de lui, vérifia que nul ne pouvait gêner ses maîtresses et, après les avoir saluées, fit demi-tour remontant le sentier. Une fois hors de vue, il s'assit au pied d'un chêne et se mit à sculpter de la pointe de son coutel l'écorce du bâton de marche qu'il avait pris avec lui ce matin-là. De la buée s'élevait des lèvres de la jeune femme alors qu'elle s'adressait à sa suivante. « Enfin seule, ma Bianca, déshabille-moi, veux-tu ? Nous sommes bien ici, c'est mon endroit préféré, tu le sais. Cela me rappelle notre rivière là-bas, sur les terres de mon père. »« Oui, maîtresse, mais tenez-vous un peu tranquille, la sermonna la vieille, en délaçant le corset, puis les liens maintenant l'épais jupon. Morgane l'aida à faire glisser la lourde robe de drap vert. Une fois nue, elle s'étira avec volupté, laissant le froid mordre sa peau blanche. Enfin, elle descendit dans l'eau transparente comme glace. Bianca protesta, lui faisant signe de revenir, mais déjà Morgane plongeait, ignorant ses recommandations de prudence.